Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour l'échiquier international. Nous serons en direct pour 26 minutes de débat, restez avec nous. Et ce soir, il sera question de ce retentissant scandale de corruption qui secoue actuellement le Parlement européen. Une affaire révélée il y a de cela quelques jours suite à une enquête déclenchée par le parquet fédéral belge. Au fil des révélations et des éléments d'enquête qui fuitent, on apprend que le Maroc est un acteur clé dans cette affaire. À travers ses services secrets, il serait impliqué très largement dans ce scandale. Et pas que hauts responsables marocains ont également été cités à travers les témoignages. Après avoir évoqué dans un premier temps le Qatargate, voilà qu'on parle désormais du Marocgate. On va se pencher sur ces faits graves dont le Maroc se trouve encore une fois impliqué avec nos invités. Rosa Moussaoui, journaliste grand reporter au journaliste français L'Humanité est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, est également notre invité. Bonsoir, maître Gilles Devers. Bonsoir. Alors, cette affaire n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, Rosa Moussaoui, mais il y a une certitude, le Maroc est cité une nouvelle fois dans une sombre histoire. Oui, en effet. En fait, on pourrait même dire que les investigations de la police belge ont commencé au Maroc. C'est bien des rencontres entre un ancien eurodéputé italien, Pier Antonio Panzeri, et les rencontres de cet eurodéputé avec le chef des services extérieurs marocains qui ont mis en fait la police belge sur la piste d'un scandale qu'ils imaginaient au départ être un scandale d'ingérence, mais on voit que ça va bien plus loin et on est en face d'un très grand scandale de corruption, d'achat de conscience pour influencer en fait les politiques décidées à l'échelle de l'Union européenne. Et là, il y a quand même des enjeux extrêmement importants. Je pense que Maître Devers en parlera beaucoup mieux que moi. Oui. Mais en 2021, par exemple, l'annulation par la justice européenne des accords de pêche et de l'accord agricole suite en fait à une démarche du Front Polisario a été quelque chose, une espèce de coup de tonnerre. Il faut savoir que ces accords-là, auparavant, ils avaient été validés, ils avaient été élaborés par les institutions européennes, ils avaient été validés par le Parlement européen. Donc on est sur un scandale à grande échelle d'ingérence de puissances étrangères qui achètent en fait non seulement les consciences, mais qui achètent des élus dans une enceinte qui se présente comme le nec plus ultra de la démocratie pour influencer des choix, des politiques européennes, et ça c'est évidemment extrêmement grave. Et je crois qu'il va y avoir d'autres développements de cette affaire parce qu'on imagine mal que simplement les gens qui ont été arrêtés le 9 décembre soient impliqués. Je crois que ça va beaucoup plus loin. Alors, vous l'avez dit, plusieurs personnalités sont impliquées dans cette affaire côté marocain et même côté européen. Qu'est-ce que cela reflète, selon vous, vous qui observez donc le déroulement de ce scandale, Rosa Moussaoui? Alors, je ne peux pas dire que ce soit pour moi une surprise, ni s'agissant du Qatar, ni s'agissant du Maroc. En ce qui concerne le Qatar, on sait que ce pays développe depuis très longtemps maintenant une forme d'entrisme auprès des responsables politiques français, européens. Oui, si vous le permettez, on va s'intéresser au cas marocain, s'il vous plaît. Allez-y, Rosa Moussaoui. Mais les deux, en fait, sont imbriqués dans cette affaire-là et on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Et ils ont effectivement développé ce qu'ils appellent une stratégie d'influence, qui est en fait une stratégie de corruption. Je voudrais quand même donner un exemple important. Il faut savoir que les responsables qataris bénéficient depuis 2008, et ça à l'initiative de Nicolas Sarkozy, d'une exemption fiscale sur les plus-values immobilières qu'ils réalisent en France. C'est-à-dire que
le monsieur tout le monde qui revend son studio va payer des impôts là-dessus. Le responsable qatari qui va revendre un hôtel particulier dans Paris sera exempté d'impôts. C'est un privilège dont on est en droit de se demander quelle est sa contrepartie. Oui. S'agissant du Maroc, on le sait aussi qu'il y a une stratégie extrêmement agressive des responsables marocains pour renvoyer, disons, s'acheter des complaisance auprès de journalistes, auprès de décideurs français et polir l'image du pays, engommer tous les aspects d'atteinte à la démocratie, aux droits humains. Et ça, cette stratégie-là, elle se déploie de manière tout à fait ouverte avec des journalistes, par exemple, dont on sait, je vous renvoie par exemple aux enquêtes de notre excellent confrère Omar Brouxi, qui est un journaliste marocain, qui a longtemps été en poste pour l'AFP au Maroc. Il raconte ça très bien dans son livre Maroc, les enquêtes interdites. Il explique par exemple qu'on demande à des journalistes en poste, en responsabilité dans des rédactions parisiennes, de monter tout un tas d'histoires, par exemple d'inventer des collusions entre le Front Polisario et les djihadistes et d'accréditer ces thèses-là. Au sein du Parlement européen. Alors non, là, ça se passe au sein de rédactions de la presse française. Au sein du Parlement européen, on sait qu'il y a eu, disons, un activisme de la part des responsables marocains. On ne parle pas simplement de lobbyistes, on parle de responsables politiques, on parle de gens qui sont attachés au service marocain. Un activisme extrêmement important pour convaincre sur des terrains comme celui, par exemple, du Sahara occidental, pour convaincre des responsables européens d'adopter la ligne qui est celle du Maroc et qui est une ligne de rejet de l'autodétermination. Et sur ce point, donc l'eurodéputé Panzeri est pointé, la responsabilité de Panzeri est pointée du doigt. Je me dirige vers Maître Gilles Devers. Alors, pas mal d'éléments d'enquête ont fuité. Rappelons que ces faits se sont déroulés pendant de longues années sans que personne ne s'en rende compte au sein du Parlement européen. C'est tout de même grave, Maître. Alors, personne ne s'en rendait compte ou personne ne voulait le voir. Parce que quand j'ai commencé à intervenir pour le Front Polisario, les dirigeants politiques m'avaient mis en éveil et m'avaient dit, tu sais, tu vas rencontrer la corruption, tu vas rencontrer les réseaux d'influence. C'était une donnée qui était acquise et ils donnaient 1000 exemples où il y a une réunion et puis au dernier moment, on voit des États ou des représentants qui ont changé de vote, ils ont touché une enveloppe. Voilà, donc ça, je l'ai toujours entendu. Et ce qui est nouveau ici, je dirais trois choses. La première, c'est que c'est les sommes qui sont en cause. Donc, je pense que le juge d'instruction, les policiers, ils n'ont jamais vu ça. Vous faites des perquisitions, vous trouvez 600 000 d'un côté, après dans l'autre, 1 million d'euros en espèces. Ce qui pose aussi une question, c'est que en Europe, vous ne faites plus d'achats en espèces. En France, c'est limité à 1 000 euros. C'est à peu près la même chose dans tous les pays européens. En Italie, la première ministre, elle cherche à relever le seuil à 5 000 et ça fait une crise. Donc, qu'est-ce que vous faites avec cet argent en espèces? C'est simplement pour acheter des gens. Essayez d'aller au restaurant, essayez d'avoir de payer comme cela, essayez d'avoir des tracts. Vous n'y arrivez pas. Voilà. Donc, cette somme en elle-même, elle décrit la corruption par l'achat des personnes. Et cet achat des personnes, nous, on l'a vécu pour le Front Polisario. Je me rappelle ici, d'une journée de janvier 2019, quand a été voté l'accord qu'ensuite nous avons fait annuler par la Cour, le tribunal de l'Union européenne l'an dernier. Et ce jour-là, on s'était présentés au vote pour voir comment ça se présentait. Et il y avait quelques-uns de ces députés là qui nous regardaient, qui étaient hilars, vu qu'il y avait eu un vote qui s'était fait bloc comme ça, hop, 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 voilà. Et ils nous regardaient ensuite, quand la réunion était finie, vers midi, là, ils étaient hilars en disant, t'as vu comment t'as roulé dans la farine? Bon, c'était flagrant qu'il s'était passé quelque chose. C'était pas possible autrement. Et on a également, troisième chose, un élément concret,
Vous savez qu'avant ce vote, le Parlement avait dit il nous faut une mission sur place pour voir ce qu'il en est de cette colonisation, de cette amélioration, de tout ce qui est apporté de bien. Bref, alors on nomme une commission parlementaire. La commission parlementaire, elle est dirigée par Madame Patricia Lalonde. Elle est là-bas, elle va à Darla, elle va à Laayoune, elle est reçue toujours par les préfets marocains, et puis elle rentre, elle fait un rapport en disant mais ce que j'ai vu c'est formidable. Ce qui se trouve c'est qu'à ce moment-là la presse sort des informations en disant qu'elle est partie prenante d'un groupe lobbyiste marocain, ce qui est confirmé, ce qu'elle reconnaît, elle est obligée de démissionner. Et la personne de son groupe politique qui prend la suite sur le rapport dit ce rapport est tellement nul que je ne peux même pas voter pour lui. Oui. Oui, donc on le voit, hein, une chose est sûre, l'enquête va se poursuivre. Maître Gilles Devers, on retiendra que le Maroc veut donc influer sur les positions de l'Union européenne pour ce qui est du dossier du Sahara occidental. Je vous propose justement d'écouter un témoignage saisissant, celui de José Bové, ancien eurodéputé. Il s'est exprimé sur les ondes d'une radio française, France Inter. Je vous propose de suivre cet extrait de son intervention. J'étais rapporteur de la commission du commerce extérieur dans les années 2009-2014. Et à ce moment-là, j'ai été en charge du dossier sur l'accord de libre-échange sur les fruits et légumes avec le Maroc. Et donc, je m'étais opposé en tant que rapporteur à ce projet parce qu'il était nuisible à la fois pour les producteurs marocains, les petits producteurs marocains et les producteurs européens. Pour des tas de raisons, c'est trop long à détailler. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que sous la pression à la fois du ministre de l'Agriculture marocain, qui est aujourd'hui le Premier ministre, qui avait le soutien de ce club privé, donc de députés dans le cadre d'une association d'amitié, députés européens, qui regroupait des gens de toute tendance politique du Parlement européen, eh bien le ministre de l'Agriculture, ne supportant pas que je puisse m'opposer à ce projet, m'a proposé de m'amener un cadeau à Montpellier dans un café qui soit discret et donc qu'on se rencontre entre Noël et le 1er de l'an. C'était de l'argent, José Bové, qu'on vous proposait ? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que ça soit d'autre ? C'était pas une théière pour boire du thé. Donc c'est clair que c'était cela. Il m'a demandé une adresse. Cette adresse, je lui ai fournie. Et 2 heures après, il m'a rappelé en me disant « Écoutez, je vois pas de café, ni d'hôtel, ni de restaurant dans cette rue-là. » Donc, ils se sont évidemment renseignés. Et là, je leur ai dit « Non, c'est l'adresse de mon avocate. » Là, ça s'est arrêté là. Mais tout ça pour dire que effectivement la pression des États, quand il y a des intérêts économiques colossaux qui sont en jeu, eh bien effectivement ces États font pression et les députés, certains députés que je qualifierais de véreux, ont profité de ça. Donc merci je me félicite. Voilà, donc c'était donc José Bové, ancien eurodéputé, qui s'exprimait justement, qui livre son témoignage, Rosa Moussaoui, sur cette affaire. Là, ce n'est pas seulement les services secrets marocains qui sont impliqués. On apprend que des hauts responsables marocains sont dans le coup. Oui, bien sûr. On ne peut pas comprendre tout ça si on n'a pas en tête le fait que c'est une stratégie qui est utilisée par un certain nombre de dictatures, une stratégie assez classique. Ben Ali, à l'époque, en Tunisie, en avait usé et abusé. La stratégie des cadeaux, des invitations dans les jolis hôtels à Marrakech, etc. C'est quelque chose qui est absolument connu, comme le disait tout à l'heure Maître Devers. Je crois que ce qui est important, c'est qu'une brèche s'est ouverte avec l'enquête de la justice belge. Elle met en cause, pour l'instant, essentiellement des protagonistes donc italiens, grecs. Je crois qu'il y a des ramifications qui vont bien au-delà de ça. Pour l'instant, les institutions qui sont mises en cause sont des institutions européennes. Je crois que dans les parlements nationaux, la même stratégie se déploie. Je crois qu'il faudrait qu'on se penche sur les raisons pour lesquelles le Maroc, le Qatar
font l'objet d'un traitement de complaisance, faveur, ouais. un traitement de faveur, un traitement de complaisance. D'ailleurs, je tiens à dire que si jamais d'autres pays avaient été impliqués dans un tel scandale, on en entendrait bien plus parler que ça n'est le cas pour le moment. Mais en tout cas, des questions doivent être posées sur les raisons pour lesquelles, par exemple en France, le pouvoir politique a tout fait pour enterrer l'affaire Pegasus. Absolument, Des questions doivent être posées sur les raisons pour lesquelles la France officielle aujourd'hui s'aligne sur la position du Maroc sur un statut d'autonomie pour le Sahara occidental, plutôt que de respecter le droit international qui reconnaît le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Donc toutes ces questions-là doivent être posées. La justice doit faire son travail, mais elle doit le faire partout. On sait que des renseignements font état de flux d'argent en direction de responsables français ou de leaders d'opinion. Pour l'instant, ces éléments qui ont été recueillis n'ont jamais été transmis à la justice. Il faut que ce soit absolument le cas, parce que c'est effectivement la démocratie qui est mise en cause par ces stratégies de corruption. J'ajoute, s'agissant du Qatar, que ce qui est en jeu aussi, c'est les 6500 morts sur les chantiers de cette Coupe du Monde. On ne le dit pas assez, mais parmi les gens qui ont été arrêtés par la police belge le 9 décembre, il se trouve le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale. Donc, ce qui a été déployé par le Qatar pour étouffer ce scandale et faire oublier ces 6500 morts, tout ça doit être aussi questionné. On va y revenir. Maître Gilles Devers, donc au sujet du témoignage, votre réaction quand on écoute le témoignage de José Bové, on s'interroge s'il y a d'autres rapports qui ont été étouffés au sein du Parlement européen quand il s'agit du dossier du Sahara occidental. Écoutez, je vais vous dire, on va beaucoup respecter le travail du juge d'instruction et de la police belge qui font un travail remarquable. Mais de notre côté, on est très actifs et on n'a pas besoin de faire grand-chose. On tend la main, toutes les informations nous viennent. C'est-à-dire qu'on a vu des choses, on disait c'est bizarre, et puis maintenant, les langues se délient. Voilà. Oui. Donc moi, ce que je sais, c'est qu'on a un grand rendez-vous qui aura lieu, je pense, avant l'été 2023, vu que c'est la plaidoirie après l'annulation de l'accord. De pêche, Voilà, le tribunal a annulé l'accord en septembre 2021 et le dossier est pratiquement clos, il y aura l'audience là. Dans ce dossier, il y a le Maroc qui est représenté. Le Maroc, il est représenté par deux syndicats qui en fait ont une parole de l'État. Donc c'est un cache-nez. Eh bien, la question de la corruption sera là et on va mettre en cause directement des parlementaires, des noms, et l'audience sera publique. Et il n'est pas qu'on soit d'accord. On discute tranquillement ce soir, mais je peux vous dire qu'on est outré et en furie quand on voit cela. J'ajoute une deuxième donnée, c'est que moi je suis français, européen, je suis un passionné de la démocratie. Et ces gens-là vomissent sur la démocratie. Ils nous font un tort considérable sur l'idée du tous pourri. Donc il va y avoir des règlements de compte, ça va être des règlements de compte justes. Ça ne sera pas des enveloppes qui sont données pour acheter les gens, ça sera des paroles devant l'audience, devant les juges, et on expliquera que le peuple sahraoui, il combat non seulement contre les grandes puissances, mais il combat contre ces petits véreux qui sont là et qui nous pourrissent la vie. Donc on est vraiment heureux que cette affaire sorte parce qu'elle nous donne une nouvelle force. Mais il faut bien, j'espère que c'est une lame de fond qui va faire dégager tous ces gens-là. Le Maroc fera ce qu'il voudra en interne, mais il faut qu'il y ait un côté propre au niveau européen parce que tout le monde est suspecté et on a vu trop de choses. Juste une phrase pour conclure sur ce propos. Vous citiez qui peut être corrompu. Moi, j'ai quand même souvenir d'une chose. Je dis pas corrompu encore, mais on verra bien. Mais on va se renseigner et on va aller loin dans le renseignement. Quand il y avait le drame de Ceuta et Melilla, c'est-à-dire 1000 jeunes qui ont été lâchés pour faire pression au niveau de la pression migratoire en Espagne, et Amnesty vient de rendre un rapport maintenant disant que ce sont des crimes qui engagent la responsabilité du Maroc et de l'Espagne. Il y avait eu une résolution à l'époque qui était très largement votée. Il y en a qui se sont opposés. Parmi ceux qui se sont opposés, il y avait les membres du groupe La France Insoumise qui tiennent comme déclaration de dire que c'est pas le moment d'une attaque caricaturale
contre un État stable de la région. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de vote de la part de parlementaires français? Nous, on ne laissera plus rien passer. Voilà. Oui. La corruption, ça va. Très bien. On pourrait justement, à ce propos, se demander sur les répercussions d'une telle affaire Rosa Moussaoui. À quoi peut-on s'attendre? Quelles pourraient être les répercussions sur les relations entre l'Union européenne et le Maroc? Alors, pour l'instant, les répercussions ne sont pas très claires. Hein. Il y a aussi cette question des chantages qui sont exercés par les pays mis en cause. Le Qatar, suite aux petites dispositions qui ont été prises par le Parlement européen, agite en fait la menace du gaz, en fait, de l'approvisionnement en gaz. Il y a un chantage qui s'exerce là-dessus. S'agissant du Maroc, il y a le chantage à l'immigration oui. Qu'évoquait tout à l'heure Gilles Devers. Je crois que c'est au niveau des opinions publiques européennes, françaises, que les choses doivent bouger. Effectivement, la justice belge va vite. Il faut qu'en France, les médias fassent leur travail. Il faut que la justice aussi fasse le sien. Il faut que tout soit transparent et que si des faits de corruption ont pu avoir lieu de la même manière dans des institutions politiques en France, eh bien, tout ça doit être mis au jour. Mais moi, je suis quand même assez pessimiste parce que même lorsque ces affaires-là sont mises au jour, je n'ai pas le sentiment que ça ébranle véritablement cette espèce de soi-disant partenariat stratégique conclu entre un certain nombre de pays européens, dont la France et le Maroc. Je crois que c'est aussi au Maroc que les choses doivent bouger. Il y a une situation extrêmement préoccupante dans ce pays oui. où on voit bien que c'est la police politique qui a pris le dessus et qui fait taire aussi toute voix critique. Hein. Il faut savoir que le travail, par exemple, d'investigation que pouvaient faire un certain nombre de journalistes côté marocain, il n'existe plus parce que toutes ces voix critiques-là sont emprisonnées, sont réduites au silence et que c'est une situation extrêmement préoccupante. Alors, Maître Gilles Devers, votre point de vue sur les répercussions que peuvent avoir ce genre d'affaires, car le Maroc, ce n'est pas une première, on le sait, il y a eu Pegasus, ces affaires de corruption, des pratiques malsaines à chaque fois mises à nu. À quoi peut-on s'attendre suite à cette affaire, selon vous? Ben, écoutez, notre grande chance, c'est que cette fois-ci, on passe devant une justice qui a l'air très indépendante, très déterminée, et oui. qui est la justice fédérale belge, que vraiment on salue ce soir, parce que je suis pas du tout sûr, quand je dis je suis pas du tout sûr, je suis vraiment sûr de l'inverse, que si l'affaire avait explosé en France, on aurait eu les mêmes diligences. Bon, donc la chance, et ce qui marque par rapport à d'autres dossiers, c'est que c'est la justice belge et que manifestement elle avance et qu'il y a des fuites qui ont lieu, bon, de diverses manières, mais qui sont là pour dire que ce dossier ne doit pas être enterré. Voilà. Deuxième chose, il va y avoir le rendez-vous devant la Cour de justice que j'évoquais. Et vous savez que je ne suis pas muet, et quand il y a des choses à dire, elles seront dites. Voilà. Ensuite, j'ai une troisième chose qui va jouer, c'est que pour le moment, on suit ce dossier. On le suit avec beaucoup d'attention et on regarde le travail de la justice. Mais s'il y a la place pour une constitution de partie civile, c'est-à-dire que le peuple sahraoui, qui est victime là-dedans, parce qu'il n'est pas appauvri directement par la corruption, mais ce sont ses droits qui sont bridés par ces manœuvres incessantes depuis toujours. Hein. Le grand prêtre de tout ça, c'était Gilles Pargniot, vous avez cité son nom. On ne pouvait pas faire une intervention sur les Sahraouis au Parlement pour qu'ils viennent se mettre au premier rang et dire l'inverse. C'était grotesque, oui, si vous voulez, c'est grotesque. Donc le peuple sahraoui, il a souffert de ça, on surveille, mais s'il y a une possibilité pour entrer dans la procédure en cas de victime et amener ces gens-là jusqu'en correctionnel, soyez sûr qu'on ne la rattrape pas. Très bien. Rosa Moussaoui, pour finir, donc ce scandale a aussi révélé la porosité des institutions européennes face à ces pratiques malsaines du Maroc et ces problématiques. Alors, il y a déjà un problème sur la démocratie européenne, c'est que la question du lobbying est posée. Les lobbies sont parfaitement légaux, ils ont des bureaux à Bruxelles, ils peuvent aller faire le tour des élus, des eurodéputés. C'est vraiment, ils ont pignon sur rue,
influencent les choix et les politiques menées et les politiques pour lesquelles opte l'Union européenne. Ce sont souvent des lobbies liés à l'industrie, à des groupes d'intérêt. Là, on passe dans une autre étape. Il s'agit d'États. Il faut rappeler que tout cet argent, Maître Devers avait raison de dire que lorsque de telles sommes en liquide circulent, c'est aussi pour acheter des consciences, Oui. une à une, verser des pots de vin un à un. Il faut savoir que cet argent-là, il transitait aussi par des valises diplomatiques. Et ça a duré Diplomate. longtemps. Alors non seulement ça a duré longtemps, mais je crois que les sommes qui nous paraissent aujourd'hui énormes ne sont qu'une petite partie des sommes qui ont pu circuler, transiter, etc. Oui. Et qui, encore une fois, passaient par un diplomate qui faisait la navette entre Varsovie et Bruxelles de manière la plus officielle qui soit. Donc effectivement, ça pose la question du fonctionnement du Parlement européen, de la démocratie européenne, de la place laissée aux lobbies de toutes sortes, et Oui. ça pose la question de procédures de contrôle qui devraient être mises en place. Encore une fois, nous le disions avec Maître Devers, nous ne sommes pas surpris. Ces pratiques-là étaient connues, il y avait des soupçons, Oui. il y avait des attitudes. Il citait tout à l'heure Gilles Pargnot, mais il était évident que cet eurodéputé se plaçait au service du pouvoir marocain. Donc il faut des procédures démocratiques de contrôle qui puissent préserver les institutions, non seulement les institutions européennes, mais les institutions de chaque pays de l'Union, de Oui. ce genre d'ingérence et de faits de corruption. Merci pour votre contribution, Rosa Moussaoui. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'Humanité, au journal français L'Humanité. Merci également à Maître Gilles Devers pour son intervention dans ce débat, dans cette émission de l'Échiquier international. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.